Les deux isotopes les plus importants du carbone, c'est le carbone 12 et le carbone 14. Si vous savez compter avec autre chose que les nombres pairs, vous devriez remarquer qu'il manque quelque chose. C'est parti pour une vidéo sur l'isotope oublié du carbone, le carbone 13. Déjà rassure-toi nota bene, ta vidéo est très bien pour se faire une idée sur comment fonctionne la datation au carbone 14. Je vais juste éclaircir quelques points et élargir un petit peu le sujet, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut parler isotope du carbone sur les réseaux sociaux. Commençons par ce qu'est un isotope. Comme tu le dis, il existe plusieurs types de carbone. Car ce qui définit l'élément chimique auquel appartient un atome, c'est son nombre de protons. Ici, 6 protons pour faire partie de l'élément carbone. Là où je vais pinailler, c'est ici. En gros, le numéro se réfère au nombre de neutrons dans le noyau du carbone. Car oui, ce qui va distinguer les différents isotopes d'un même élément, c'est le nombre de neutrons. Mais le nombre qu'on indique, c'est le nombre total de nucléons dans le noyau, c'est-à-dire protons plus neutrons. Car la méthode RAID pour l'analyse des isotopes, c'est la spectrométrie de masse. Et comme son nom l'indique, elle va mesurer la masse des ions. Et le numéro qu'on indique, c'est grossièrement la masse de l'isotope. Mais revenons à notre carbone 13. Les deux isotopes les plus importants du carbone, c'est le carbone 12 et le carbone 14. Là, il faut bien préciser, important pour la datation au carbone 14. Parce que rétablissant la vérité, tu as plus de chances de tomber au hasard sur un atome de carbone 13 que sur un carbone 14. Et comme le carbone 13 est un isotope qui est stable, il n'est pas radioactif, il ne va pas décroître dans le temps et donc il n'est pas utilisable pour une méthode de datation. Donc à quoi ça sert le carbone 13 et pourquoi c'est mon isotope du carbone préféré? C'est bien parce que son noyau a des propriétés magnétiques. Contrairement au carbone 12 et 14, le carbone 13 a un spin nucléaire non nul. Ce qui fait qu'il va se comporter comme une petite boussole. Et la méthode d'analyse chimique que j'utilise tous les jours au labo, la spectrométrie RMN, de résonance magnétique nucléaire, est capable d'utiliser cette petite boussole des carbone 13 pour obtenir des informations sur la structure des molécules. Et comme tu l'as dit, on en retrouve dans toutes les matières organiques, c'est-à-dire les plantes, les animaux et bien sûr les humains. Et autre utilisation, si on compte le nombre d'atomes de carbone 13 par rapport aux atomes de carbone 12, on va voir qu'il n'est pas constant. Par exemple, les plantes marines n'ont pas le même ratio de carbone 13 que les plantes terrestres, ce qui permet de déduire le régime alimentaire en étudiant des eaux. Par exemple, au Danemark, en étudiant les humains préhistoriques vers 4000 avant notre ère, on a vu qu'ils avaient changé de stratégie alimentaire, passant de quelque chose orienté sur la pêche vers les plantes terrestres. Et ça correspond grossièrement à la révolution néolithique sur l'agriculture. Et cela permet de détecter des fraudes actuelles. Par exemple, ça me permet de vérifier que cette molécule d'éthanol provient bien de la plante dont elle est censée provenir. Par exemple, dans une tequila, toutes les molécules d'éthanol sont censées provenir d'une agave. Et donc je peux le détecter et vérifier qu'il n'y en a pas qui proviennent d'un maïs ou d'une canne à sucre, par exemple.